Bonjour à tous, parents, élèves, professeurs. Je suis ravi de démarrer cette première table ronde de cette 4e édition des JVE qui, effectivement, l'année dernière avait avait discuté de la scolarité, de l'université par Internet, par correspondance, et sur certaines lacunes que présentait le système scolaire, notamment en Afrique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un certain nombre de cours sont dispensés sur Internet sans avoir à se déplacer. Aujourd'hui, la 4e édition des JVE va pousser un petit peu plus en avant l'expérience pour aller vers ce qu'on peut appeler l'orientation numérique, une orientation qui est la vôtre de toute façon, une orientation qui est certainement, qui fait partie de votre réflexion, et parce que vous êtes aussi dans un carrefour important de votre vie, un carrefour qui va déterminer votre avenir certainement. Et puis bon, on a entendu ce matin qu'on pouvait effectivement changer son cursus universitaire, scolaire, professionnel, avec une mobilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les choix d'aujourd'hui ne seront pas certainement le métier qu'on exercera demain, parce qu'on peut vivre effectivement une flexibilité professionnelle. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue. On est bien heureux à chaque fois que les JVE sont organisés de voir un parterre aussi intéressé, aussi important que vous le représentez. Je sais que vous êtes là par choix, par motivation. Et c'est pour cette raison que je vous demanderai aussi de nous aider à faire réussir cette conférence et d'être à l'écoute pour avoir un retour et surtout des questions, parce que nous sommes là pour vous, pour vos questions. Sans questions, cette conférence serait bien sûr très pauvre. Avec moi aujourd'hui pour présenter cette conférence, des intervenants qui sont venus encore une fois pour vous et qui effectivement représentent une classe professionnelle marocaine de dirigeants, d'entrepreneurs, hommes ou femmes et hommes, nous sommes le 14 février au Notre-Dame, effectivement qui sont aujourd'hui prêts à répondre à vos questions. Alors sans plus tarder, avec moi Kenza Benis, vous êtes gérant d'entreprise et vous opérez sur Blooming Box. Bonjour à vous Kenza Benis. Il faut juste appuyer sur le bouton. Voilà. Voilà, ça marche. Bonjour à vous et je vous souhaite beaucoup de succès, de trouver la voie le plus tôt possible. Merci à vous Madame Kenza Benis. Également sur Abdel Bachir, vous êtes directrice générale de CFG Group. Bonjour à vous. Bon, je suis ravie d'être là et j'espère qu'on pourra répondre à de nombreuses questions après la présentation. Merci beaucoup. Également présent avec nous Kalim Chbani d'Invest Manager SNI. Vous êtes également président de l'association marocaine des grandes écoles. Bon. Bonjour, merci beaucoup. Je souhaite la bienvenue à toute cette audience. Alors, on attend monsieur Najib Mikou qui devrait nous rejoindre, mais avant cela, je vais simplement décliner effectivement la présentation de cette conférence qui va durer à peu près entre 25 et 30 minutes en termes de présentation, et ensuite il va y avoir une autre trentaine de minutes pour vos questions et vos interventions. Je vous demande une seule chose, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes très jeune et extrêmement impatient, comme beaucoup de votre génération, ce qui est normal, d'avoir l'écoute qu'il faut, parce que c'est un rendez-vous qui n'est pas remplaçable. C'est tout de même un certain nombre de forces intellectuelles que nous avons réunies pour vous. Soyez à la hauteur, et je sais que vous le serez et vous l'êtes. Alors, cette conférence s'intitule et a pour thème l'univers des grandes écoles. Je pense que beaucoup d'entre vous en rêvent. Alors, il est important de se poser la question de comment on peut y accéder. Est-ce que je présente le profil pour pouvoir y accéder? Si je ne le présente pas, quelles sont les possibilités que je peux avoir pour éventuellement l'obtenir avec un travail, avec une endurance? Et puis surtout, quels sont les métiers qui sont ouverts? Ce matin, vous aviez peut-être entendu avec attention qu'en Afrique notamment, plus de 70 millions de métiers vont être créés dans le domaine de l'informatique, mais il va y avoir aussi 170 millions de demandes de postes. Vous convenez avec moi que la concurrence sera rude. Cette concurrence, vous la vivez déjà, vous la vivez dans votre quotidien, les mentions, les notes, la course vers l'excellence, tout ceci fait désormais partie de notre existence. Alors, nous allons effectivement fonctionner autour de 3 points essentiels. D'abord, les intervenants vont se présenter dans leur métier, leur cursus, leur formation, leur vie quotidienne. Ils sont bien là pour cela, pour nous retracer bien sûr leur expérience. Deuxième partie de la conférence va traiter de la formation, quelles sont les ventilations possibles qu'on peut avoir. Et troisième partie, le profil type, l'une, il me semble, des plus importantes questions, le profil
est-ce que je corresponds à ce type de profil, et si je ne correspondais pas, quels sont les moyens que j'ai pour obtenir en tout cas ces types de caractéristiques. Et puis en quatrième partie enfin, ce sera à vous d'animer bien entendu par vos questions. Alors, eh bien, ce sera à nous. Je vais commencer par vous, Madame Souad El-Bachir. Vous exercez au sein du groupe CFG. Alors, tout à l'heure, en coulisses, nous discutions de la place de la femme dans la société marocaine, de cette femme qui avance, qui étudie, qui est dans la qualité, qui est dans l'excellence. Vous pouvez aussi y revenir, mais aussi comment se déroule votre quotidien, qu'est-ce que finalement représente votre domaine? Alors, mon domaine, c'est la banque d'affaires. Enfin, CFG est une structure qui a été créée en 92. Moi, je l'ai rejointe début 95. Les deux fondateurs étaient des banquiers à Paris et à Londres, respectivement, et donc des banquiers d'affaires. Et ils ont, en 92, pensé que le Maroc était en train de s'ouvrir à des privatisations, à un certain nombre de choses, et que donc ils pourraient lancer les marchés financiers, et notamment les métiers autour de la bourse, du conseil, etc. Donc c'est comme ça qu'ils ont fondé l'entreprise. Moi, j'ai eu mon bac en 87 au lycée Chambry, donc je suis diplômée, j'ai fait toute ma scolarité, mon secondaire dans des lycées marocains. Et donc après mon bac sciences maths, j'ai atterri, et je pourrais revenir là-dessus parce que c'est pas évident de trouver sa voie après le bac. Donc je pourrais vous dire, si l'occasion se représente tout à l'heure, comment finalement j'ai atterri en prépa HEC. Et ensuite, j'ai pu rentrer à l'ESSEC, qui est une des grandes écoles de commerce parisiennes. Et à la fin de mes études, j'avais envie d'être dans quelque chose de... Le mot c'est trépidant, je voulais qu'il y ait énormément d'engagement, que je puisse accéder à des choses particulières. Et à cette période-là, c'était la banque d'affaires. Et donc j'ai travaillé à Londres, à une époque où personne ne connaissait ces métiers, mes parents ne comprenaient rien à ce que je faisais. Et j'ai travaillé chez Goldman Sachs, qui est une des grandes banques américaines, de 92 à 94. Et mon travail a consisté à travailler sur des dossiers où des grandes entreprises mondiales, que ce soit une boîte comme Nestlé ou Elf Aquitaine, etc., donc les différents grands noms que vous connaissez, avaient besoin de financement. D'accord ? Donc, où elles se finançaient sur la bourse de New York ou sur la bourse de Londres, où elles faisaient des opérations d'achat, d'acquisition, de ce qu'on appelle le M&A. Et donc j'ai travaillé dans des équipes basées à Londres, mais qui travaillaient sur plusieurs pays européens, pour monter ces dossiers, encore une fois, ou d'acquisition ou de financement. Et en 1994, j'ai rencontré les deux fondateurs de CFG, qui était encore une toute petite structure, mais qui commençait à dynamiser la bourse de Casablanca, qui a travaillé à créer des réformes pour que ces métiers existent. Et j'ai adhéré à leur aventure. C'était à mon mandat de passer de Goldman Sachs, qui était une énorme structure, à CFG, qui était quelque chose de naissant. Mais là, c'est plutôt ma fibre entrepreneuriale qui a joué. Et donc j'ai rejoint CFG, qui était dans le même domaine, mais au Maroc, tout petit. Et là, j'ai développé le métier de conseil, toujours ce que je faisais à Londres, dans un premier temps, c'est-à-dire on a conseillé d'abord l'État, par exemple marocain, qui avait des privatisations, des entreprises à mettre en bourse. On a conseillé ensuite des entreprises privées. La première introduction en bourse, c'était une société privée, c'était Crédor, donc j'ai travaillé dessus. On a travaillé sur des... par exemple, quand M. Benjelloun a voulu acheter la BNCE, on l'a conseillé sur l'acquisition. C'est ça le métier de conseil, c'est-à-dire qu'on travaille sur... On aide quelqu'un à acheter une autre entreprise, donc à travailler à comprendre l'entreprise qu'il veut acheter, à travailler sur son avenir, à comprendre qu'est-ce qu'il va apporter comme valeur et à financer cette acquisition. Où on aide les entreprises qui ont des projets d'investissement à trouver des financements à travers la bourse, pas à travers forcément les banques. Encore une fois, encore qu'on peut aussi agir sur les banques. Voilà, donc ça a été mon métier pendant plusieurs années. Ensuite, en 2009, avec un autre de mes confrères, nous sommes devenus tous les deux directeurs généraux de CFG, c'est-à-dire qu'ensemble, on a encadré l'ensemble des métiers, puisque moi je m'occupais du conseil, mais il y a également dans les métiers de la finance de marché, la bourse que vous connaissez probablement, la gestion d'actifs,
Et donc depuis maintenant 4-5 ans, mon métier est plutôt de diriger CFG, de lancer des projets de développement. Et depuis maintenant 2 ans, nous sommes une banque, une vraie banque. On a une licence de banque. Et donc voilà, c'est pour vous dire que les entreprises changent de modèle elles-mêmes et que même en restant dans une même entreprise, on peut faire beaucoup de choses différentes. Alors, Voilà. ok, merci beaucoup. Alors, je rappelle simplement que le groupe CFG s'occupe effectivement, est une banque d'investissement, de placement et autres pratiques financières. Je passe à vous, Madame Kenza Benis. Alors vous avez préféré la voie un petit peu du courage, celle de la gérante d'entreprise. Alors vous aussi, vous avez fait une grande école, vous allez le présenter et puis surtout narrer aussi votre expérience de gérant d'entreprise. Alors, effectivement, donc l'école que j'ai faite est EM Lyon. Et moi j'ai un parcours qui est assez atypique. J'ai dû aller en France, habiter en France à 10 ans. Et à 10 ans, mon Maroc me manquait terriblement. Et puis surtout, c'est à cet âge, je me suis rendu compte des différences économiques et sociales qu'il y avait entre le Maroc et la France. J'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Pourquoi le Maroc n'y arrive pas? Pourquoi on est si peu développé? Et puis, de fil en aiguille, mon obsession, c'était de pouvoir créer de la valeur au Maroc. Donc, avant même d'avoir mon diplôme, je suis rentrée au Maroc et j'ai travaillé dans le secteur du private equity, capital investissement à Tidjali. Et d'abord, en fait, c'était une entrée en matière. L'idée, c'était de connaître le milieu entrepreneurial, voir qui entreprend, quels sont les secteurs qui sont intéressants pour pouvoir ensuite essayer de créer mon entreprise. Au bout de 2 ans, donc, j'ai fait le saut. Et donc l'idée, c'est que j'ai investi un secteur qui est le secteur de la beauté. C'est un secteur qui est, pour le Maroc, qui a un énorme potentiel dans le secteur de la beauté. Et je pense que vous ne me répondrez pas vraiment. Arrêtez-moi si je me trompe. Donc l'idée, c'était de faire ce défi-là. Donc l'idée, c'était de créer une marque. Or, je me suis dit, ok, pour créer une marque, pour tout produit, en fait, pour qu'il marche, il faut une chaîne de distribution. Sinon, si on n'est pas présent sur le marché, on a peu de chance d'être vendu. C'est là que j'ai en fait créé, avec 90 000 dirhams en poche, je n'ai pas créé le Sephora tout de suite. Donc j'ai opté pour un site qui s'appelle bloominbox.ma. Qui connaît? C'est pas possible. C'est pas possible. Réveillez-vous. Bloominbox.ma. Les jeux. Vous avez encore beaucoup de personnes à démarcher. Alors justement, on va essayer, on va rebondir parce qu'on vient d'accueillir, avant de donner la parole à M. Kalim Chbani, on vient d'accueillir d'abord M. Ayoub Mamdour, vous êtes directeur de la recherche stratégique et quantitative à l'ECP. Bonjour à vous. Merci d'être venu. Et également M. Najib Mehdi, directeur général de Maroc Tassoir. C'est bien ça. Voilà, donc vous venez de nous rejoindre. Comme on l'avait rappelé au départ, vous allez effectivement parler brièvement de vos expériences et de vos métiers. Et en seconde partie, nous débattrons de la formation, en tout cas pour ces grandes écoles. Donc je reviendrai vers vous, Kenza. Alors la parole est à vous, M. Chbani. Comment également vous concevez cette approche? Comment vous vivez votre métier? À partir de quelle formation effectivement vous avez été disons, orienté et formé? Alors pour ma part, j'ai commencé par le baccalauréat. J'ai eu un baccalauréat d'un lycée privé marocain qui n'est pas Emilia. Donc c'était bac sciences maths. Je suis ensuite parti faire ma classe préparatoire scientifique en France. C'était le parcours classique de MPSI, MP. Ensuite, j'ai intégré en 2004 l'école centrale de Paris. À cette époque-là, je ne savais pas quoi faire. En fait, on avait été orienté à essayer toujours de chercher le meilleur de ce qu'on pouvait faire, mais on n'avait pas, je parle des personnes qui étaient de ma génération, une idée très précise des métiers qu'on voulait faire à cette époque-là.
Et à l'époque, au milieu des années 2000, il y avait justement les métiers de la banque d'affaires, de la banque d'investissement, qui étaient des métiers qui étaient très, disons, très lucratifs. Les anciens qui venaient dans les campus des écoles étaient très souvent, ils étaient bien dans leur peau et parlaient très bien de ces métiers-là. Donc c'est un métier que j'ai voulu commencer en choisissant une majeure qui était celle de la finance. Pour autant, pour des raisons dont je vais parler tout à l'heure dans un moment de la discussion, j'ai commencé par faire du génie civil et j'ai atterri à Londres aussi, au début des années, dans les alentours des années 2006-2007, dans la banque d'investissement aussi, sur du financement de projets. Alors sur des grands projets d'infrastructure, ils avaient besoin de certaines compétences qui étaient à la fois ingénieurs et financières pour pousser les dossiers de financement auprès des banques, cette fois-ci non pas auprès des marchés. Donc je passe 2 ans à Londres. Cette période-là, 2007-2009, c'est une période qui était marquée par une crise financière qui était assez particulière, disons que... Oui, c'est très... disons. Juste pour vous donner une idée, dans la banque où j'étais, il y avait des dizaines de personnes qui perdaient leur emploi chaque semaine. Et donc on en rigolait à l'époque, c'était les Black Thursdays, c'était tous les jeudis, il y avait des dizaines de personnes qui perdaient leur emploi. Dans ce contexte-là, donc, je décide de rentrer au Maroc en 2009, donc toujours sur ces métiers d'investissement, où j'occupe aujourd'hui le poste d'investment manager dans un fonds d'investissement. Et quand j'étais à Paris, j'étais très actif dans le milieu associatif, dans l'association des Marocains de grandes écoles, qui était une association qui comptait environ 5000 membres, la plus grande association de Marocains en général qui soient étudiants ou pas en France. Et c'est c'était dans les années 2005-2006. Pendant cette période-là, j'ai fait la connaissance de Ayoub, entre autres. Donc j'ai décidé avec des amis qui étaient rentrés au Maroc à peu près à la même période que moi, de lancer cette association-là, mais ici au Maroc, pour servir les gens, les jeunes diplômés, les jeunes actifs sur le monde du travail, qui ont de 0 à 10 ans d'expérience et qui commencent à travailler au Maroc. Donc j'espère pouvoir vous parler un petit peu de cette expérience-là à un moment dans notre... Bien sûr, alors on va tout de suite donner la parole à M. Najib Mikou, qui, sans faire de publicité, M. Najib Mikou, averti, effectivement pour présenter d'abord votre métier, votre carrière et surtout le lien avec les grandes écoles dans cette première partie. Que vous me complexez, vous y êtes parvenu à 100%. Une jeunesse comme ça, les siècles concentrales, etc. Vous allez me forcer à aller puiser au fond de mon passé pour trouver quelque chose qui puisse donner cette légitimité d'être à côté de ces gens. Alors je vais remonter au primaire, j'étais premier de la ville de Fès. J'étais premier de toute la ville. Je vous assure. J'ai fait l'école publique marocaine. Le baccalauréat, j'étais dans l'un des plus grands lycées du Maroc, un lycée public, et j'ai eu le prix d'excellence. C'est amorti maintenant, il n'y a plus de chance. Alors après, j'ai préparé 4 thèses. Je n'ai jamais cessé de faire des études. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas une trajectoire, il y a des trajectoires et un cap. J'ai fait une licence en philosophie. Qui était le socle de toute ma pensée pour les 30 années d'après. Et puis après, j'ai fait un 3e cycle à Aix-Marseille 3, c'était ma 2e thèse. Et puis après, j'ai fait le cycle supérieur du commerce international à l'ISCAR.
fait, j'ai fait les secs de Paris. Bien, maintenant, qu'est-ce que vous êtes exactement présenté aux élèves? Très bien. Voilà, Merci beaucoup. Alors, moi j'ai retenu un lien entre votre métier actuel, effectivement un métier entrepreneurial, commercial, managérial aussi, et surtout votre doctorat en philosophie, qui effectivement dit bien des choses, c'est-à-dire la capacité de rebondir, la capacité de croiser des chemins et surtout la capacité de conforter effectivement ses compétences. Alors, avant de revenir vers vous, parce que je sais que vous êtes un grenier bien profond de connaissances et d'expériences, je me tourne vers notre dernier invité et non le moindre, monsieur effectivement Ayoub Mamdouh. Vous êtes directeur de la recherche stratégique et quantitative de l'OCP. Bonjour à vous. Alors, vous aussi, vous aurez la tâche en tout cas de présenter un petit peu votre domaine, votre cursus, et puis ensuite on rebondira sur la formation que vous donnez. Je parle de maroc, c'est ça? Ok, alors moi c'est très simple. Moi je n'ai pas fait 36 000 diplômes, ni le courage de faire une entreprise. Moi je suis le type de gars qui pense que va travailler jusqu'à ses 60 ans, 65 ans maintenant pour avoir sa retraite et puis c'est tout. Donc c'est aussi simple que ça. Ah non mais franchement plus. Hein. Anyway, alors moi c'est tout simple. Moi j'ai fait mon lycée dans un lycée marocain très connu qui s'appelle lycée Mohamed V, qui est un lycée public marocain. Donc à une époque, on avait quelque chose qui s'appelait sciences mathématiques ONF, ce qui n'existe plus parce que c'était une petite expérience farfelue qu'un ministre a bien testé sur nous. Franchement, j'ai bien adhéré. S'il vous plaît, veuillez rester silencieux. Merci. Donc, à un moment donné, j'ai décidé de partir en France pour faire ma prépa. Donc, comme Karim, comme César. Donc, j'ai fait prépa dans un tout petit lycée, dans une toute petite ville de Dijon. Donc, il y a plein de moutarde là-bas. Donc, j'ai fait. Franchement, elle était bonne en plus. J'ai passé mes 2 années là-bas, donc MPSI, MP, et puis par une grosse arnaque, j'ai pu intégrer. Non, mais un peu, c'est vrai, c'est vrai. C'est l'école des mines de Paris, bien sûr que tout le monde sait. Mais, non, par contre, c'est pas modeste. Tout le monde sait que l'école des mines de Paris est meilleure que son prépa. On est bien d'accord. Ça, au moins, maintenant, on est sûr. Donc voilà. Et effectivement, donc j'ai fait pas mal de maths. Donc pareil, comme si Karim, j'étais bien. Bon, déjà dans le tissu associatif, j'ai fait pas mal d'associations, la Junior Entreprise, le Forum, et surtout la MGE, l'association des Marocains Grandes Écoles. J'étais vice-président, j'étais responsable d'accueil des admissibles. Et puis à ce moment-là, effectivement, j'étais attiré par le monde des finances, la finance quantitative, ce qu'on appelle la finance quantitative, pour des raisons très simples. La première étant qu'on gagnait beaucoup d'argent dedans. Et puis la deuxième raison, c'est parce que tout simplement, on pouvait en fait faire des maths sans faire de la physique. Moi j'étais bon en maths et j'étais nul en physique, donc voilà, c'était très simple pour moi. Et puis à un moment donné, donc moi contrairement à Karim, j'ai vécu la période faste, donc la période du CAC 40 à 6 000 points, des bonus à 45 millions de dollars ou 30 millions de dollars, etc. Et puis à un moment donné, pour des raisons purement personnelles, j'ai décidé de rentrer au Maroc pour vastes, on va dire, diverses raisons. Et puis effectivement, je suis rentré. Alors là, le choc, j'ai fait une école d'ingénieur en finance quantitative. Et mon premier job au Maroc, c'est dans une entreprise américaine qui fait du TID, la marque TID, pour travailler en tant que RH. Donc je travaille pendant les 3 premières années en tant que RH. Et donc c'est là où j'ai rencontré César. J'ai failli la recruter, elle n'a pas voulu. Et puis après, j'ai fait du marketing. Je travaillais sur des marques comme Préplus, Pantene ou La Cholestone pour céder. Et puis après, pareil, sur un accident, sur je sais pas quoi, j'ai intégré un petit cabinet de conseil qui s'appelle Boston Consulting Group. Pour ceux qui font des... On était 30 dans le bureau. Au départ, on était 10. Et puis, très récemment, pareil, j'ai été contacté par un ami de longue date qui m'a demandé de monter une direction de recherche quantitative et stratégique au sein de l'OCP. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait plein de maths, on fait de la modélisation, c'est là où on dit à Gad Malek, effectivement le racine de 5, ça sert à quelque chose.
Donc on fait vraiment plein de maths, on fait des modèles très compliqués ou moins compliqués sur Excel ou sur des logiciels un peu compliqués, tout ça pour capturer les dynamiques du marché du phosphate ou la chaîne logistique ou industrielle de l'OCP. Enfin, mon gagne-pain c'est des maths, pour ceux qui n'aiment pas ça. Alors, merci à vous tous. Alors, on va passer maintenant à la seconde partie effectivement de cette conférence qui, bien sûr, va se focaliser sur les grandes écoles. On va interroger nos intervenants sur d'abord les types d'écoles qu'on peut trouver, la formation, les difficultés. À ce moment-là, vous pouvez intervenir librement. Je ne vais pas à chaque fois vous nommer. Je commençais quand même par Madame Souad Belbachir. Finalement, une grande école, une école d'ingénieur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Quels sont les différents types de formation qu'elle peut proposer? Vous-même, vous passez par une grande école. Une grande école, c'est d'abord un espace où, je dirais, il y a un nombre d'étudiants réduit, où l'enseignement est apporté dans des classes plutôt de taille petite par comparaison à la fac, où vous allez avoir des amphis, vous êtes livré à vous-même. Donc la grande école, c'est un enseignement qui pourrait ressembler encore dans un format de lycée en matière de taille de classe et de notes, de présence, etc. Mais c'est surtout aussi un espace où les gens ont été choisis par les concours, donc où il y a un potentiel de rencontres, d'émulation qui sont formidables. Moi, je pense que les plus belles amitiés que j'ai pu créer dans ma vie viennent de ma vie d'école, et c'est des gens qui ont des parcours très différents, mais disons que leur caractéristique, ça a été la curiosité, l'envie de faire des choses, et donc c'est des gens qui vous stimulent. Voilà. Si je devais caractériser la vie d'école, je pense et la différence par rapport à d'autres cursus, c'est que la qualité des gens que vous allez y rencontrer est en général assez formidable, avec des gens qui parfois sont passés par la philo avant. Donc on peut rentrer à une grande école après la prépa, comme on peut rentrer par d'autres voies. Et les écoles encouragent beaucoup ça, parce que c'est ce qui fait la différence des personnes qui y sont. Pour pouvoir avoir une diversité, il faut en même temps intégrer des gens qui viennent du lycée et de la prépa, et en même temps des gens qui sont passés par, qui se sont cherchés avant d'arriver là où ils sont, donc qui passent un concours pour accéder au milieu. Alors l'autre caractéristique aussi de la vie des écoles, c'est la vie associative. C'est très très important parce qu'on a les cours, c'est plus ou moins intense, mais franchement par rapport à la prépa, c'est pas grand chose. Mais en revanche, il y a une vie d'association multiple. On peut être dans une mini-entreprise, en général ça s'appelle les juniors entreprises, on fait des études, etc. pour des entreprises, comme on peut être dans quelque chose de beaucoup plus associatif. En tout cas, il y a une multitude d'associations dans lesquelles, au sein de l'école, tenues par des élèves de l'école qui transmettent d'année en année et qui vous permettent de trouver l'espace créatif que vous avez envie de réaliser. Alors ensuite, au niveau des voies, je pense que les écoles aujourd'hui se caractérisent vraiment par une grande diversité. Elles se sont toutes ouvertes. Alors c'est vrai que quand on fait une école de commerce, il y a la voie principalement du marketing, où là on va vendre du TID, mais encore que lui il est passé par une école d'ingénieur. C'est-à-dire les choses ne sont plus aussi claires et aussi... Mais donc la voie du marketing, où là on va travailler sur un produit, une marque, le faire exister, donc les cosmétiques, tout ce que vous connaissez. Il y a la voie de la finance, et dans la finance, il y a la finance de banque classique ou la finance de banque de marché, donc qui sont un peu les carrières qu'on a un peu tous touchées. Et moi, j'ai fait ma vie. Et vous avez aussi toute la filière plutôt comptable, audit, etc. Donc, où les gens atterrissent dans des cabinets d'audit, ils certifient les comptes. Et puis vous avez tout un univers d'autres choses, et notamment surtout de gens qui entreprennent. Aujourd'hui aussi, un grand axe des grandes écoles, c'est d'encourager des voies qui ne sont pas forcément prédéterminées dans un de ces chemins que je viens de dire, mais plutôt d'encourager à créer des entreprises ou à être dans des voies aussi, il y a aussi la stratégie qui est une des voies importantes, donc travailler dans des boîtes pour réfléchir à l'avenir de ces boîtes-là. Je vais peut-être vous laisser un peu parler des écoles d'ingénieurs. Justement, les écoles d'ingénieurs avec Caleb Jmani, est-ce qu'aujourd'hui... Alors vous avez fait une école de commerce? Non, j'ai fait une école d'ingénieur. Impeccable. Donc
Voilà, on va reprendre la main. Une école d'ingénieur, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore intéressant de le faire? On sait que le Maroc demande, en tout cas, est dans l'attente de plus de 30 000 ingénieurs. Il y a un manque, il y a un manque assez profond. Mais il y a aussi quand même beaucoup de difficultés à accéder à l'emploi. Comment effectivement vous définissez cet esprit d'école d'ingénieur? Est-ce qu'aujourd'hui un jeune comme les jeunes qui se présentent devant nous sont encore en légitimité de se poser cette question? Alors, j'aimerais rajouter un petit point sur ce qu'a dit Mme Benbachir. Un élément important qui caractérise les écoles, grandes écoles, et en particulier les écoles d'ingénieurs par rapport à une faculté, etc. Ce n'est pas la qualité de l'enseignement qui vous y est prodiguée, parce que grosso modo, la qualité de l'enseignement varie à 10, 15, 20% de différence. La grande différence, c'est que les grandes écoles croient, après on pourra s'interroger sur est-ce que c'est pertinent ou pas, qu'il faut que les gens réussissent des concours. C'est-à-dire le mode d'entrée dans ces écoles-là se fait par un concours et on garde les meilleurs. Donc le plus difficile dans une grande école, ce n'est pas d'avoir son diplôme, mais d'y entrer. Donc après, la question se pose sur est-ce que c'est le fait d'avoir des étudiants qu'on a bien choisis au départ qui fait la réputation de l'école, ou bien est-ce que c'est l'école qui vous prodigue un enseignement qui vous permet justement de réussir? Cette question, c'était la question la plus à la mode à la période où je faisais encore mes études. Donc, pour répondre de manière plus précise à votre question sur l'école d'ingénieur, l'école d'ingénieur prodigue très souvent un enseignement de type scientifique. Donc ce sont des maths, de la physique, enfin de la physique. Aujourd'hui vous êtes en terminale, ce que vous appelez la physique, c'est plusieurs dizaines de types de formations qui sont à la carte, qui vous permettent d'entrer de manière très rapide sur le marché du travail. Donc vous pouvez avoir une spécialisation qui vous permet d'être autonome et opérationnel dès le jour 1 sur des rôles où on vous demandera de travailler le plus souvent avec des chiffres. Non pas que les écoles de commerce ne le font pas, mais on vous cherchera et on vous jugera sur ce sujet-là. Sur l'intérêt des écoles d'ingénieurs, oui. Au Maroc, on a un très grand besoin d'ingénieurs. Enfin, il y a plusieurs chiffres qui sortent, 10 000 ingénieurs, 20 000 ingénieurs, 30 000 ingénieurs. Pour servir principalement les grands métiers du Maroc. Enfin, vous savez que depuis quelques années, le Maroc s'est engagé dans des formations de type aéronautique, ou bien, je laisserai peut-être Monsieur Nico en parler peut-être un peu plus ultérieurement, mais donc ce sont des métiers qui sont en vogue, mais j'aimerais quand même attirer votre attention sur le fait qu'on cherche très souvent des gens qui ont une tête bien faite, et donc qui ont réussi des concours, qui ont réussi à s'adapter à ce type de contraintes, plutôt que des gens qui ont des têtes bien remplies. Et c'est cette capacité-là à dépasser les obstacles qui très souvent fera la différence entre plusieurs candidats et qui vous aidera dans votre vie future. Merci Monsieur Najmi. Monsieur je vous ai vu impatient sur votre siège. Finalement, quel regard, je l'ai remarqué, quel est votre regard sur la question? Allumez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Moi, je pense que ce qui devrait faire décider un jeune aujourd'hui qui est en train de préparer son bac pour prendre une voie, c'est deux profils. Son profil personnel et le profil économique de son pays. Moi, je recommanderais gentiment, parce que je n'ai aucune légitimité de donner un conseil, parce qu'il y a des vies, il n'y a pas une vie. Il y a des modèles, il y a des trajectoires, comme j'ai dit tout à l'heure, de belles aventures que chacun de vous vivra, comme ma génération l'a vécu. Mais si on peut s'imprégner de deux éléments majeurs, c'est que le profil de la personne, vous voulez faire une grande école d'ingénieur, je vous recommande de ne pas la faire si vous êtes moyen en mathématiques, en physique ou en chimie. Il y a des fois des formations, parce que moi, ce n'est pas seulement que j'étais impliqué, mes deux garçons ont fait les prépas. L'un est déjà à Tijagoua Banque et l'autre, il continue sa trajectoire après des prépas à la Canal à Paris. Les deux ont fait des prépas Canal.
Alors le profil est très important. Le moyen, celui qui est moyen en mathématiques, il vaut mieux qu'il... Et s'il est bon en économie, s'il est bon dans d'autres matières, il vaut mieux qu'il fasse prépa commercial. Deuxième profil, c'est le profil économique. Il faut étudier ce que attend ce pays. On va finir par rentrer au Maroc, on va finir par travailler ici, on n'ira pas aux États-Unis. Le raisonnement, la culture n'est pas la même. Vous aurez votre part de frustration à chercher de l'emploi, à voir les médiocrités s'installer dans des milieux où les ridicules aussi. Vous allez vivre tout ça. Mais qu'est-ce que veut le pays? Qu'est-ce qu'attend le pays? Des profils de financiers, de commerciaux, qui parlent très bien les langues étrangères, très bien les langues, parce qu'on ne peut pas être dans la mondialisation et dans l'universalité et se contenter du français. Le français n'est pas une langue universelle. La langue universelle, c'est l'anglais, c'est le chinois et c'est l'espagnol. Ce n'est pas le français. Ça veut dire que quand on veut faire une formation, ingénieur ou commercial, Allah yajazikum bi khair, عندك شي واحد ينسى la langue. C'est essentiel, parce que c'est avec ça que vous allez véhiculer votre savoir gentil et équilibré, mais ils ne vous disent pas toute la vérité. Les prépas, c'est un véritable calvaire. C'est un véritable calvaire. Il faut avoir les nerfs solides, il faut savoir supporter le harcèlement et l'humiliation. Il y a un professeur qui va vous dire « Mais qu'est-ce que tu es en train de foutre dans cette salle? Comment tu es venu dans une école de prépa? Qu'est-ce qui t'a autorisé à venir jusque-là pour faire... Pourquoi tu n'es pas resté à ton pays? Tu es trop moyen pour ça. Il faut résister pour continuer, il ne faut pas se partir. Il faut résister pour continuer. Ça veut dire que les prépas, c'est par essence, parce qu'on parle de prépa, on parle de sélectivité, et parce que nous sommes dans une logique de sélectivité, il faut avoir confiance en soi, travailler, trimer comme un fou, et ne pas abdiquer. Quelles que soient les conditions, si on est sûr de soi, si on est sûr de nos moyens. Les gens réussissent. Je vais vous donner un chiffre. C'est important, c'est un fait même. En Polytechnique, chaque année que Dieu fait, il y a 20 Marocains qui sont admissibles en Polytechnique, qui ne sont pas de prépa étrangère, qui n'ont pas fait de prépa à Paris. Ils ont fait des prépas au lycée Moulay Idriss, ou le Moulay Slimane, Moulay Ismaïl, je crois, à Rabat, Moulay Youssef, pardon, et un lycée Agadir. Un lycée de prépa Agadir. Des lycées publics. Ça veut dire quoi? C'est des gens qui étaient dans l'internat, le lycée Moulay Idriss, Boujdoud. Mjdoud Alioum, le lycée Moulay Idriss. Qu'est-ce qui a amené ces gens à cela? C'est la conviction, c'est la détermination, c'est le génie. Si on est sûr de soi, si on est capable, si on a quelque chose dans les tripes, on y arrivera, quelles que soient les conditions. Une fois vous avez réussi les prépas, c'est le velours. الوش اللي تيبقى يقول لكم من بعد انه 3 سنين ديال سونترال وداك الشيء واعر بوليتكنيك راه والو. هي تتنجح في البريبا وتديرش ليك في ليكول que tu as eu la chance d'avoir, c'est terminé. Tu as réussi. Il n'y a plus rien. On n'échoue pas quand on est dans une grande école. C'est honteux, c'est un gros mot. Vous voyez? Alors, c'est le velours. Il n'y a aucun problème. Et après, vous êtes les têtes les plus sollicitées dans ce pays. Justement, on ne va pas parler des débouchés maintenant, mais justement, je voudrais revenir, merci pour votre intervention, sur l'école d'ingénieurs marocaine au Maroc. Est-ce qu'elle répond finalement aux mêmes conditions? Est-ce que c'est le même critère qu'en France? Est-ce que c'est une même difficulté? Ayoub Abdourou. Alors, si vous voulez juste avoir un peu votre attention par rapport à cette question qui est extrêmement importante. Donc ça, c'est l'école d'ingénieurs au Maroc et ses conditions. Alors, typiquement, on a 11 ou douzaine d'écoles, de grandes écoles marocaines qui sont publiques, c'est-à-dire qui sont assujetties au concours national commun, le CNC, et puis bien sûr des écoles d'ingénieurs privées, dont la plus connue est l'EMSI. Alors, le constat aujourd'hui est le suivant. C'est qu'aujourd'hui, et Dieu sait que la grande école d'ingénieurs marocaine s'est bien transformée, s'est bien métamorphosée, et elle a fait beaucoup d'efforts, mais il reste encore beaucoup d'efforts à faire. Parce qu'aujourd'hui, moi de mon expérience RH et
je reçois toujours des CV, des profils, etc. Je sais qu'il y a pas mal de gens, en fait, aujourd'hui dans les grandes écoles d'ingénieurs marocaines, par rapport au point de Karim, il est très important. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, qu'elles soient des multinationales ou des entreprises marocaines, elles ont besoin de managers. Que ce soit des managers ingénieurs ou managers commerciaux, mais elles ont besoin de managers. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des gens qui viennent sur un nouveau secteur, sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas, et qui réussissent à faire ce qu'ils doivent faire. Très simple, c'est-à-dire qu'ils se mettent des objectifs, une vision, ils font de l'analyse, du diagnostic, etc., etc. Alors, ce qui se passe avec les grandes écoles marocaines, c'est qu'on a encore un peu de retard. Dans quel sens? C'est qu'aujourd'hui, on forme déjà des gens qui sont spécialisés. Donc il n'y a aujourd'hui aucune grande école marocaine, à part éventuellement l'EMI dans le génie industriel, il n'y a aucune grande école marocaine d'ingénieurs qui prépare des gens qui ont un peu le profil manager, comme Centrale, ou l'EMI, ou même les écoles de commerce françaises comme HEC et SEC. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de former des techniciens plus, des techniciens avec un bac plus 1. C'est malheureux à dire. Franchement, moi j'en ai connu plein qui sont exceptionnels, qui ont fait des carrières magnifiques, et récemment le nouveau patron du CDG, c'est un Lévis, on a plein bien sûr des patrons comme ça, mais ça reste des exceptions. Sur les 500 000 personnes qui sortent chaque année de chaque école, on ne parle pas seulement de l'EMI, enfin pas de la totalité, de chaque école, c'est entre 500 et 1000, on trouve rare ce genre de personnes, donc ce qui fait qu'on forme des gens qui ont des têtes bien remplies. Mais est-ce qu'elles sont bien faites? Ça, c'est une grande question, et ça dépend beaucoup des personnes. C'est-à-dire, contrairement aux grandes écoles françaises, qui, elles, essaient de pousser dans ce sens-là, les grandes écoles marocaines, et Dieu sait encore une fois qu'ils ont fait pas mal d'efforts et pas mal de chemin en début de temps, mais ils restent encore dans ce sens-là. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils préparent des gens qui sont scientifiques, et surtout, moi, ce qui m'embêtait beaucoup quand j'étais à l'époque RH, c'est que quand j'avais quelqu'un, un ingénieur qui a fait ingénieur spécialité en électronique, et moi, je lui passe un entretien et je pense qu'il a toutes les qualités humaines et professionnelles et interpersonnelles pour qu'il soit un bon commercial. Et là, le gars me dit, mais moi, je ne peux pas être commercial parce que j'ai passé 3 ans à faire de l'électronique et 5 ans à faire des maths et de la physique. À quoi ça sert? Je ne te demande pas ton CV, je te demande qu'est-ce que tu es, qui es-tu, je pense que tu as les qualités. Et effectivement, on a eu pas mal de gens qui avaient ce profil et qui ont fait commercial et qui ont réussi, qui ont eu des carrières juste magnifiques. Tout cela pour dire deux choses. Un, il faut que la grande école d'ingénieurs marocaine essaie un peu de sortir des sentiers battus, essaie de diversifier et surtout de préparer des managers plus que des techniciens. Et deuxième chose, même les étudiants et les diplômés de ces écoles doivent vraiment avoir l'esprit ouvert pour faire d'autres choses. Moi, personnellement, j'ai fait une école d'ingénieurs, les mines qui typiquement faisaient la géologie au 19e siècle, et j'ai fait de la finance quantitative, et puis j'ai travaillé en tant que RH, et je n'ai jamais regretté cette décision. Donc, il faut juste avoir cette ouverture d'esprit, parce qu'en fin de compte, on recrute des personnes, et non pas des diplômes. Et c'est ça ce qu'on n'a pas encore changé dans notre... Tout à fait, effectivement, c'est plutôt une polyvalence à laquelle on fait appel. Alors, on va basculer, effectivement, parce que tous, vous avez un petit peu frappé la porte des débouchés. On va basculer vers la dernière partie, à savoir les profils et les motivations. Alors, juste avant, parce que Kenza Bellis n'a pas eu beaucoup de temps à la parole, mais Laura, quand elle répond aux questions, justement, Kenza Bellis, comment on conçoit finalement ces profils de grandes écoles? Et vous vouliez peut-être témoigner un peu avant par rapport aux écoles que vous avez fréquentées. Alors, quel type de profil? Parce qu'on arrive finalement, on a présenté ces formations, vous avez décliné vos professions, vos domaines, vos circuits croisés, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de circuit de voie typique, il y a souvent des circuits atypiques. La vie réserve tellement de surprises, souvent pas très attendues, mais d'autres sont effectivement merveilleuses, tant mieux. Finalement, le profil, le format quelque part qu'on devrait avoir avant d'entrer dans ces écoles, ces grandes écoles. Ok, donc comme a dit Karim, les grandes écoles, on y entre à l'issue de concours en général, et ce qu'elles veulent, c'est des têtes bien faites. En général, c'est des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. C'est vrai. Et ce qui est bien, c'est que la grande école permet d'avoir plusieurs ouvertures. On peut faire ce qu'on veut. Donc en général, c'est des premiers de classe, parce que pour avoir fait prépa, c'est qu'on a été bon. Et là, je veux revenir sur ce qu'a dit Monsieur Miko. En gros, les gens font une grande école parce qu'en général, ils ne savent pas ce qu'ils font faire, et la grande école garantit un pack qui est un filet de sécurité, un bon salaire à la sortie. Vous aurez 15 000 dirhams au minimum lors de votre premier emploi si vous avez fait une école de commerce, et une tête bien faite, c'est-à-dire la capacité de savoir s'adapter. Donc, par contre,
quand vous entreprenez, vous abandonnez cette sécurité et vous espérez que vous avez effectivement la tête bien faite pour vous adapter, ce qui est difficile. Donc vous estimez que quand on a fait une grande école, et malgré la formation, le fait de se lancer vers l'entrepreneuriat libre est une autre aventure? Complètement une autre aventure, et on revient un peu à l'esprit prépa, comme disait Monsieur Nico, c'est-à-dire que vous êtes à égalité avec la personne qui vient d'avoir son bac et qui se lance ou qui n'a jamais fait d'études. Aujourd'hui, moi, ce que je fais, c'est quelque chose que je n'ai absolument pas appris en école. Souvent, on fait des choses qu'on n'a absolument pas appris en école. L'école, vous y allez pour vous faire un réseau, parce que c'est des gens qui ont eu un concours et qui vont vous soutenir. Et d'ailleurs, au bout du concours, vous passez un entretien et les gens vous jugent sur ça. La personne qui est devant vous, c'est une personne qui est une ancienne de l'école et qui se dit, ok, celle-là, est-ce qu'elle va m'apporter quelque chose à mon réseau? Est-ce qu'elle va m'apporter? Et c'est ça la question. Ensuite, c'est du réseau. C'est finalement la jungle. Surtout après d'avoir entrepris, moi, ce dont je me rends compte, c'est que c'est une jungle. L'idée, c'est de montrer aux gens comment je peux être utile. Voilà, c'est simple. Et la question aujourd'hui qu'on se pose, c'est comment je peux être utile et que cette utilité serve aussi mon bonheur. Où est-ce que je peux être utile et qu'est-ce qui peut faire mon bonheur? Et si j'ai une réponse par rapport à ça, c'est que votre bonheur se trouve là où est votre passion. Et ça, je m'en suis rendu compte surtout après avoir entrepris, parce que là, en fait, c'est la vie professionnelle dans des conditions les plus dures. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, soyez sûr que vous n'allez pas exceller. Vous pourrez peut-être échouer. Et encore une fois, donc finalement, c'est ça qui est important. Que vous ayez fait des études ou pas, quand vous entreprenez, ou peut-être même en salarié, vous êtes à égalité avec la personne qui n'a pas fait d'études. Et par exemple, là, aujourd'hui, je fais des cosmétiques. Quelqu'un qui a juste fait... Et je fais des tutoriels beauté, ce qui n'a rien à voir. Et d'ailleurs, au début, je me disais, purée, mais j'ai pas fait une prépa, 7 ans d'études qui comptent pour 5 en plus, etc. Et pour faire finalement, de mettre devant une caméra comme quelqu'un qui n'a pas fait d'études. Et pendant 3 ans, j'ai hésité à le faire. Et pendant 3 ans, en fait, j'ai perdu une opportunité. Et maintenant, je le fais. Alors, tout ça pour donc, insister sur le fait qu'il faut être bon dans là où vous êtes. Et pour être bon dans là où vous êtes, essayez de trouver votre passion. C'est vraiment votre mission aujourd'hui. Alors, merci à vous. Alors, sur Abdelbachir, vous souhaitiez intervenir tout à l'heure. Justement, est-ce que vous partagez également la question de la passion dont on n'a pas parlé? Parce que c'est vrai que les étudiants doivent aussi s'orienter en fonction de leur passion. Oui, tout à fait. Moi, je pense que je vais répondre et puis je dirai ma remarque. Oui, la passion, c'est quelque chose d'énorme. Encore qu'on ne sait pas toujours, quand on est jeune, par quoi on est passionné. Mais je peux, par exemple, vous parler de mon cas personnel. Moi, j'ai fait un lycée donc, marocain, sciences maths. J'étais très bonne en maths, en physique aussi. Mais j'avais pas envie de faire une maths sup. Et l'orientateur de l'époque, du lycée Lyoté, m'avait dit oui, mais vous pouvez faire qu'une école d'ingénieur parce que vous n'avez pas de niveau en français, en philo, en histoire géo, vous n'avez pas de niveau du bac français pour faire une prépa HEC. Alors, et moi, par contre, j'avais cette envie de m'ouvrir, pas forcément une envie de faire de la finance, que j'ai fait un peu. Je pleurais, j'étais mal, je me rendais compte que c'était pas ce que je voulais faire. Et la chance, ça c'est important, que j'ai eu, et que ma mère très secrètement a été voir le proviseur du lycée en lui disant voilà, ma fille elle a fait un bac marocain, mais donc elle n'a pas forcément de niveau dans certaines matières, mais c'est ce qu'elle veut faire, c'est vraiment ce qui la motive, elle est chez vous en sup. Et ce monsieur, qui avait une grande ouverture d'esprit à l'époque, parce que je vous parle quand même, là moi j'ai mon bac 87, donc on n'était pas encore nombreux à faire ce genre de choix, il m'a fait transférer en prépa HEC. Et c'est comme ça que j'ai pu accéder à ce que je voulais, qui à cette époque-là c'était juste me cultiver, apprendre des choses. Par contre, les qualités, c'est là que je veux le dire, donc, ma passion a été assouvie, mais c'est quoi je veux dire, les qualités qu'il faut avoir. Oui, justement, sur Abdelbachir, est-ce qu'il faut être sérieux, travailleur, motivé? C'est quand même beaucoup, hein, pour parfois des jeunes qui sont... Je pense engagé, ça c'est un minimum. Ouais. C'est-à-dire si on va dans une voie où la prépa est difficile, il faut être très engagé là-dedans, donc être travailleur, ça c'est clair. Mais aussi savoir encaisser et moi je pense être optimiste. Enfin, il y a une espèce de positif qu'il faut avoir, parce que la prépa c'est beaucoup de risques. On fait 2 à 3 années de prépa et on ne sait pas si on va avoir une école et parfois il n'y a pas forcément de... Voilà, on ne sait pas. Et donc il y a besoin d'une dose de confiance pas forcément en soi d'ailleurs, mais dans la vie.
d'accord. Et moi, je me rappelle des premières séances avec mon prof d'histoire géo, qui me dit... Qui t'es pas déviolé. Quand vous parlez, j'ai pensé que ma mère vous avait raconté mon histoire. Qui me dit, donc une des premières codes d'histoire géo, moi j'avais pas fait le programme de terminale ni rien. Et le type me dit, Mademoiselle Benbachir, vous vous entourez d'un flou folklorique digne des souks de votre pays. Cette phrase, je ne l'ai jamais oubliée. Il faut savoir l'encaisser, il faut savoir dépasser. Et bon, après, voilà, on peut tout rattraper. On n'est pas forcément spécialisé. Si on a envie et si on travaille, effectivement, ça c'est la condition, et qu'on est prêt à encaisser, on peut passer le cap. Alors, merci. Le mot de la fin, avant d'ouvrir les questions, les débats, où on pourra effectivement développer davantage nos idées. Est-ce que vous aussi, vous avez ce type de regard extrêmement sévère sur les profils d'élèves qui pourraient accéder aux grandes écoles? Moi, je préfère parler, parce que c'est le mot de la fin, vous le dites si bien, je préfère parler de la démystification d'un certain nombre d'illusions. C'est extrêmement important pour les gens, nos jeunes, nos enfants, qui veulent accéder à ces niveaux. Ne croyez surtout pas. À mon avis, excusez cette manière de parler d'un prof qui donne des consignes, c'est ma manière maladroite de parler, je n'y peux rien. Ne croyez surtout pas que à l'école, quand vous devenez ingénieur, vous avez tout réussi. L'école vous donne le discours de la méthode, disait Descartes. L'école vous donne le réceptacle. L'école vous donne le diplôme, vous donne la manière de réfléchir. Avec cette manière de réfléchir, cette méthode de pensée, vous pouvez être électricien, mécanicien, ingénieur à l'OCP, etc. Vous pouvez tout faire parce que vous avez ce que disait Kant, les catégories. Dans notre tête, il y a les catégories. L'école donne les catégories, c'est la carrière qui les remplit. La preuve, monsieur, mes chers jeunes, la preuve c'est que les carrières ne se ressemblent pas, même si les diplômes se ressemblaient. 2 étudiants sortis, 2 étudiants, 20 étudiants, faites la liste de vos copains qui étaient avec vous à l'école, 20, ne vous amusez pas à chercher les 200, juste 20, tous centraliens, et vous allez être étonnés, vous tomberez du ciel. Les carrières ne se ressemblent nullement. Vous savez pourquoi? Il ne faut surtout pas imputer les différences de carrière à la chance. Il y a un peu de chance dans la vie. Sinon, comment expliquer beaucoup de choses? Mais les différences de carrière, c'est les hommes et les femmes qui les font. Vous pouvez être... J'ai eu des candidats, des gens qui sont venus demander du travail chez moi, polytechniciens, effacés, écrasés, par terre, polytechniciens, et qui étaient prêts à travailler à 10 000 dirhams. Et on a des polytechniciens qui étaient ministres brillants, qui étaient directeurs centraux brillants, qui sont chefs d'entreprise brillants, qui sont des consultants brillants. Ça veut dire que, oui, l'école c'est bien, oui, les prépas c'est parfait, oui, le diplôme est formidable, il faut qu'on y aille, il faut qu'on ait le meilleur diplôme de la meilleure école pour être dans le premier carré du succès. Mais attention, la vie ne se termine pas là, la vie ne se termine pas à 22 ans. Ce n'est qu'un commencement pour une belle et grande aventure que c'est vous qui construirez. Et personne à votre place. Il y a des gens qui sont rentrés dans la même entreprise, il est chef de service à l'OCP, ou il est directeur exécutif à l'OCP. Ça veut dire que ne pensez pas que vous allez mener une bataille dans quelques mois pour avoir une grande école et à la fin vous direz bravo, j'ai fini. Non. Vous finirez le jour où vous aurez cette sérénité d'harmonie intérieure entre vos aspirations et votre vécu. Merci à vous, on l'aura compris. Il y a aussi l'école de la vie, et c'est vrai que nous avons tous, nous encadrons quotidiennement des jeunes, et c'est vrai que quand on leur parle, quand on s'exprime face à eux, on leur transmet des valeurs qui sont des valeurs abstraites, des valeurs de se retrouver soi-même, de sortir un peu de
du formalisme quelque part éducatif et de retrouver leur soi. Je vous conseille de lire, ou je vous suggère de lire le livre de Jacques Attali sur devenir soi, c'est-à-dire se retrouver certaines joies intérieures, des passions. Interrogez-vous, n'hésitez pas à chercher vos passions. En tout cas, la conférence passe à son troisième tiers. Face à vous, donc, nos intervenants qui ont bien voulu se présenter, qui représentent le monde de la finance, le monde du marketing management, le monde aussi des grandes écoles, parce qu'ils sont aussi issus de ces écoles-là. Donc le débat est ouvert, nous attendons vos questions. J'aurais souhaité que vous soyez éventuellement bref dans vos questions, précis comme ça effectivement. On peut aussi être précis dans les réponses. On regroupera 2 ou 3 questions pour pouvoir répondre effectivement à vos interrogations. Merci. Veuillez transmettre les micros aux élèves s'il vous plaît. Un courageux ou une courageuse, parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué de débuter. Allez les grandes écoles. Question. Non, ils sont en train de digérer le truc cursus, ça a été très long. Qui font un visage de suivre ce type de carrière, ce type de formation. Qui a envie de faire une grande école aujourd'hui, où il pense, où se pose des questions? Une seule personne? Non, on a échoué. Oui. Bonjour, je vous remercie pour votre explication qui est bien détaillée. Bon, je suis un préparationnaire à Ibilasub. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez parlé d'une méthodologie? Je voulais vous demander si, sachant que les cours qu'on nous donne en classe sont énormes, sont exagérés, est-ce qu'on peut développer cette méthodologie, cette capacité d'analyse en se limitant au cours ou par notre propre autonomie, par nos propres recherches c'est ça. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il une autre question? Comme ça on peut regrouper 2-3 questions. Allez-y, mademoiselle. Bonjour. Alors, je voulais juste savoir pour les profils, est-ce que c'est plutôt des profils, il faut être un profil équilibré, c'est-à-dire être bon partout ou être vraiment un matheux, un excellent en maths, en physique, sans soucier la philo ou bien du français, etc. Autre question? Alors on va commencer d'abord par les 2 interventions. Là, je pense que le besoin a été ressenti dans la formation. Est-ce que finalement on va se contenter de ce que l'enseignant nous apporte en classe, ou est-ce qu'il faut être fouineur, éventuellement être curieux, surtout avec les moyens que l'on a aujourd'hui? Et puis ensuite, le profil, est-ce qu'il faut être un profil équilibré dans ses notes, bon partout? Est-ce qu'on peut accepter certaines lacunes éventuellement? Ça vous rappelle autre chose? Ma prépa, mais moi je dirais qu'en prépa, le contenu des cours est quand même assez substantiel. Si les cours sont bien donnés, ce qui est important, c'est de travailler, de les comprendre et de les assimiler. Et parallèlement, de cultiver ce que vous aimez dans la vie, parce que quand vous allez arriver à l'oral, par exemple, c'est des écoles de commerce et de bureau, ce qui va compter, c'est aussi ce que vous aimez vous, ce que vous aimez vous, ce que vous écrit sur votre grain à vous en tant que personne. Je dirais voilà, un équilibre entre bien se concentrer sur ce qui se passe en classe, l'assimiler et éventuellement s'il y a une déficience dans une matière, peut-être donner un petit coup là-dessus, mais aussi cultiver la curiosité. Peut-être Ayoub. En fait, par rapport à ça, il y a juste une petite différence par rapport aux écoles d'ingénieurs. C'est qu'effectivement, pour les prépas ingénieurs, c'est très simple. On a des cours qu'il faut bien sûr, et quand je dis bien sûr, ça paraît d'une évidence, ce qui n'est pas le cas, mais vraiment absorber tout. Donc en classe, on est concentré à 100%, à 140%, on
voit tout ce qui se passe, tous les exercices, tous les cours, etc., tous les théorèmes, il faut connaître les preuves par cœur. Point pour point. Mais ça, c'est pas suffisant. Ça, c'est nécessaire, mais ce n'est absolument pas suffisant. Donc, il faut toujours travailler à l'extérieur. Après, la grande question, c'est ça dépend aussi des écoles qu'on vise. Si, par exemple, on parle de Polytechnique, parce qu'en général, les Marocains visent le meilleur parce qu'ils ne visent pas en général l'école normale, on est obligé de travailler vraiment sur ce qu'on appelle des classiques. Les classiques, contrairement à ce que le nom peut signifier, c'est pas vraiment des choses simples, c'est vraiment des choses très compliquées. Donc, il faut vraiment, encore une fois, ça dépend des écoles qu'on vise. Si on vise que des ENSI, concours national commun marocain, c'est clair, on travaille le cours et les exos donnés et les séries données par les profs, et on est super bien préparé. Par contre, si on commence à viser centrale, mine ou X, même école normale, là, franchement, il faudra travailler beaucoup plus. Et c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, M. Bikoui, c'est que, effectivement, une fois qu'on arrive en école, c'est le velours. Mais pour arriver à ce velours, ça veut dire que c'est 2 ans de sacrifice et de châtiment et de, je sais pas, d'autoflagellation, mais c'est vraiment beaucoup de peine. Et cette peine-là, c'est-à-dire que pendant une semaine, vous travaillez sur tout. Et rapidement, je remonte juste sur la question de la demoiselle. En école de commerce, la question est évidente. Oui, il faut être à peu près bon partout. Mais pour l'école d'ingénieur, en général, pour les prépas d'ingénieur, on a l'impression qu'il faut juste être bon en maths et en physique. Non, parce que dans les concours, il y a les maths, effectivement, ça compte pour beaucoup de points, surtout si on est un P, la physique et chimie, mais il y a aussi du dessin industriel ou de l'informatique. Mais en plus de ça, moi je prends juste le concours des mines que j'avais passé à l'époque, le français, la matière de français, enfin le concours, l'épreuve de français, elle a autant de coefficients qu'une épreuve de maths. C'est vrai qu'on avait 2 épreuves de maths et une épreuve de français, mais c'est donc qu'une épreuve de français, c'est autant qu'une épreuve de maths. L'épreuve d'anglais, langue vivante, on pouvait même passer arabe, elle compte autant qu'une épreuve de physique-chimie. C'est énorme, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de dire ok, moi je suis pas en maths en physique, je peux être nul ailleurs. Et effectivement, même pour les écoles d'ingénieurs, on a des questions de culture générale. Moi, une fois, c'est malheureux, bon, ça c'est le système éducatif marocain, mais j'ai eu 9, heureusement c'était une cause, c'était pas un concours, j'ai eu 9 dans une épreuve de français oral, alors que je l'ai, entre guillemets, bien tranché, juste parce que je ne savais pas ce que c'était Auschwitz. Okay, je suis presque sûr que la plupart des gens ici ne savent pas ce que c'est Auschwitz. Et ça, je ne savais pas, première année dessus, et le prof me casse comme pas possible. Bon, heureusement que j'avais je m'en fichais un peu, et le 19 c'est bien, c'est difficile à bien apprendre, et voilà. Mais voilà, et là on parle d'une prépa ingénieur. Donc il ne suffit pas d'être bon dans un truc, il faut être bon partout. Et des fois, moi, les gens qui étaient avec moi au MIM, la plupart n'étaient pas des génies en maths. La plupart, c'est des gens qui avaient un profil un peu éclectique, un peu passe-partout. Je voudrais peut-être dire, mais bon, parfois on n'est pas bon partout, et il faut développer des stratégies. C'est-à-dire se dire, mes points forts sont là, ces matières-là, je vais essayer de mettre tout le paquet, et je vais essayer d'être à l'équilibre sur une ou 2 matières où je suis moins bon. C'est là, c'est vrai que les langues aident aussi, parce que les langues, c'est des matières qu'on retrouve dans tous les concours, et c'est facile à travailler. Voilà, c'est plus mécanique que la philo, quoi, qui nécessite des attitudes particulières. Donc il faut des stratégies. C'est pas parce qu'on n'est pas bon partout qu'il faut se décourager. Si on a de très gros points forts, en travaillant, on peut compenser. Et pour aller par rapport à ma réponse, moi je ne dis pas du tout qu'il faut se contenter de ce qu'on fait en classe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec tous les outils, moi je me souviens qu'on nous mettait, on savait quels étaient les bouquins sur lesquels il fallait bosser. Ben, il faut faire ça et c'est déjà énorme. Pas en plus rajouter d'autres choses et se perdre dans l'univers. Mais effectivement, c'est beaucoup de travail. Oui, oui. J'ai trouvé votre question très pertinente parce qu'on doit gérer un dilemme. On a le temps qui est contre nous, on a trop de matière et on ne peut pas s'en contenter. C'est tout ça la fois. C'est une belle équation, vous êtes certainement amateur, essayez de la résoudre. Comment la résoudre, à mon avis? Simple expérience. C'est que vous ne pouvez pas vous contenter des livres que vous avez et qu'on vous donne, ou qu'on vous recommande d'acheter. Mais vous risquez de vous perdre si vous n'êtes pas orienté. غتمشي للجوطيه ديال فيردان غتصيب 5000 كتاب ديال البريبا 3000 الفيزيك و 1500 المات etc. Tu ne vas pas t'en sortir. Le temps de découvrir ce qui t'intéresse, l'année est terminée.
et tu as eu 2. Et c'est les chronos, sérieusement. Pour éviter ce genre de situation, il faut se concerter avec les profs. Qu'ils vous disent, monsieur, voilà mon cours, je fais tout pour t'aider à l'assimiler, à l'intégrer, etc. Tu veux travailler des exercices, parce que pourquoi on travaille les exercices? Parce que l'un de ces exercices, tu l'auras le jour de l'examen. Tu peux tomber sur 1, sur 2, et ça peut être les exercices. Tu vois l'historique, tu vois la nouveauté, tu dis un truc et il y a un juge, un jury qui décide. Et c'est pour ça qu'on doit travailler beaucoup de livres. Mais beaucoup de livres bien orientés. Et le Bilia a les profils de professeurs suffisamment compétents pour orienter les élèves, non pas seulement sur les cours, mais aussi sur les livres d'exercices à chercher, à choisir et à travailler. Merci. Merci à vous. Alors, on a encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a effectivement des questions? Peut-être là-bas au fond, effectivement, vous leur transmettez un micro, s'il vous plaît. Le jeune homme au fond. Bonjour à vous, merci pour votre présentation et votre présence. Donc ma question porte sur une sorte de stéréotype qui concerne le métier d'ingénieur. On dit que le métier d'ingénieur est un métier très fatigant et que si on est ingénieur et qu'on n'est pas fatigué, c'est qu'on fait mal notre métier. Est-ce que c'est vrai? Messieurs les ingénieurs, allez-y peut-être. Alors, je trouve votre question très pertinente et si je rajouterais même une couche, si on n'est pas mort de fatigue, on n'est pas ingénieur. Je vous expliquerai pourquoi. En fait, ça c'est une leçon qu'on apprend en prépa, en grande école et à mon avis, il faut la garder pour toute la vie. Il faut toujours avoir l'ambition d'être toujours à la limite de notre capacité et d'être à la limite de notre domaine de compétence. C'est-à-dire quelqu'un qui va me dire moi c'est facile pour moi le lycée, enfin le collège c'est facile pour moi le lycée, la prépa c'était facile, je vais me la couler douce pendant l'école. On en avait des gens comme ça. Pour eux c'était facile jusqu'au diplôme. Très souvent, s'il n'y a pas le challenge, s'il n'y a pas la volonté d'aller au maximum de ses capacités, après sur les 20 années de carrière, après les gens ils perdent du temps. Ils peuvent se retrouver à avoir moins progressé que d'autres personnes. Donc s'il y a un conseil à donner, c'est que déjà la classe prépa et les écoles d'ingénieurs ou de commerce vous apprennent non pas à gérer le succès ou bien à gérer la réussite, ils vous apprennent à gérer l'échec. Parce que vous n'aurez que très souvent, monsieur Miko l'a dit tout à l'heure, vous passerez votre temps à gérer les échecs. C'est-à-dire, je n'ai pas réussi, j'ai eu 5, j'ai eu 6, j'ai eu 9, j'ai eu 12. Vous ne vous rappellerez jamais de la matière où vous avez eu 19, 20, ça il s'est oublié. Vous vous rappellerez uniquement des matières où vous avez eu des mauvaises notes. Et donc, si vous apprenez pendant le restant de votre vie à aller toujours à la limite et avoir l'ambition qui est bien entendu, ce n'est pas une ambition délirante, chaque personne elle a ses propres capacités, mais votre ambition doit aller au maximum de votre capacité. Et donc oui, il faut toujours être fatigué parce que la vie elle est comme ça. Et monsieur Shekel l'a dit en préparation, il y a quelque chose que vous avez aujourd'hui dans votre génération que nous, on n'avait pas dans notre génération qui était 10 ans avant vous, et que Mme Ben-Bachir et M. Mikou n'avaient pas dans leur génération qui était encore avant. La compétition que vous avez sur les postes et l'ouverture de l'économie marocaine sur les différentes sociétés qui viennent, etc. Il y a ce qu'on appelle en économie le dividende démographique, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont dans qui sont nés il y a 18 ans ou là, il y a 20 ans et qui rentrent sur le marché du travail d'un seul coup, font que vous serez en compétition féroce avec tous vos amis et même pas tous vos amis, des gens qui vont venir de pays africains pour travailler au Maroc. Vous avez même des expatriés français ou européens qui cherchent du travail au Maroc. Vous serez dans un niveau de compétition où vous ne pourrez jamais vous contenter du minimum. Ou bien si vous êtes
vous la coulez douce, vous dites moi doucement, je trouverai toujours l'information sur Wikipédia et je trouverai toujours des gens qui vont pouvoir me dépanner, etc. Et moi je ne vais pas le savoir moi-même. Vous feriez une grande erreur. Donc si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est de poursuivre votre effort de manière extrême et de pousser jusqu'au maximum. Et ça, à ce moment-là, vous pourrez, Inch'Allah, réussir. Merci à vous. Oui, une question, peut-être une dernière question. Oui, vas-y. Rita. Alors, ma question, alors je suis Rita Sniber, élève de première année en classe préparatoire, ECT, et ma question se dirige vers l'ensemble des invités. Alors en fait, Madame Elbachir a rappelé tout à l'heure que le marché des finances n'était pas un marché fertile il y a longtemps, et que par la suite, elle a pu y accéder, enfin, elle a opté pour le marché des finances, et elle a trouvé sa chance dans le marché des finances. Alors vous qui êtes tous dans le marché du travail, au sein du marché du travail, j'aimerais savoir quels sont les besoins de ce marché, de quoi a besoin aujourd'hui ce marché, le marché du travail en général. Merci. Peut-être Kenza. Les besoins peuvent changer d'une année à l'autre. On a vécu, nous, 3, je pense, en 2008, la donne a changé. On ne peut pas vous dire, de là à ce que vous soyez prête, vous, tout peut changer. En tout cas, si je peux donner une réponse qui est générale et qui est cruciale pour le Maroc, c'est que le Maroc a besoin de gens qui créent de la valeur. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez au Maroc. On importe beaucoup en commerce, c'était du commerce, mais on a besoin de têtes bien faites qui créent. Et je voudrais revenir par rapport à la question par rapport aux écoles d'ingénieurs. Finalement, la prépa, c'est en fait une formation qui a une culture de surpassement. Ce qu'on vous apprend, c'est de vous surpasser. La prépa est faite pour des gens qui ont la tête bien faite. On va les sortir de leur zone de confort pour leur apprendre à se surpasser pour avancer. Et elle est donc faite pour des gens qui ont envie du défi et qui ont envie de faire avancer les choses, si on veut être généraliste. Et vous ne savez pas vraiment, moi je pense qu'on ne peut pas vraiment prévoir de quoi on a besoin. Juste par rapport à ça, ce que j'ai dit tout à l'heure, et ça rejoint le point de Karim, de Kenza et de M. Louko, Mme Elbachir, c'est qu'aujourd'hui le Maroc, effectivement, il a besoin des gens qui ont une tête bien faite, des gens qui créent de la valeur. Mais aujourd'hui, spécialement, plus particulièrement, ce dont a besoin le Maroc, c'est des managers. C'est des gens qui viennent, qui gèrent des projets. C'est-à-dire qu'on leur donne un projet, après il peut avoir des facettes techniques, il peut avoir des facettes mathématiques, analytiques, commerciales, je n'en sais absolument rien. Mais quand je vois toutes les personnes, tous les offres, ça m'arrive de poster pas mal d'offres pour des amis et tout, la plupart de ces postes-là et de ces offres-là qui sont ciblées pour les grandes écoles, c'est des postes de manager. C'est-à-dire qu'on vous donne, effectivement, on vous demande de créer de la valeur, mais on vous demande de la créer d'une manière autonome. C'est ça ce dont on a besoin. On a besoin de gens qui gèrent, qui prennent un projet, qui prennent une vision, bien sûr, qui mettent eux-mêmes une vision, qui mettent des objectifs, des choses ambitieuses, etc. et qui derrière arrivent à réaliser. Parce que pas mal de fois, on pense que le plus grand du boulot, c'est vraiment la stratégie ou réfléchir et prendre des idées super farfelues. Non, c'est vrai que c'est très important, mais la partie la plus importante, c'est l'exécution. Parce que l'exécution, c'est la seule stratégie que le consommateur voit. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce dont a besoin le Maroc, c'est des managers, que ce soit des managers techniques, ingénieurs, mathématiques, analytiques, commerciaux, financiers, mais ce sont des managers avant tout. Oui, si vous permettez, je vais retrouver mon chapeau de prétentieux philosophe et le chapeau de quelqu'un qui exerce, on peut dire, manager. Pour ce qui est du côté manager, d'abord, il ne faut pas que le marché du travail soit une fixation. On ne se forme pas pour chercher du travail. Je veux vivre le moment où dans mon pays, la jeunesse qui est formée, 71% منها تمشي دير son rêve, une belle aventure personnelle, une idée. Moi j'ai mon fils qui est plus âgé que vous de 2 ans ou 3 ans, il me fatigue. Chaque jour, une idée. Il a validé hier sur internet tousbilingue.com. Il a 22 ans. Il a fait un logiciel
qui retrace son expérience personnelle en matière d'apprentissage d'anglais. En 2 mois et demi, il est devenu bilingue. Il a fait un logiciel aujourd'hui, il est vendu sur Internet. Ça fait 1 mois, il me disait, il y a 3 milliards de personnes qui prennent l'avion dans le monde par an. Qu'est-ce qu'on peut leur vendre? Chaque semaine, chaque mois, une idée. Et aucune. Aucune. Ça veut dire que, chers amis, ne soyez pas fixés sur le marché de l'emploi. Faites l'effort de la création, de la créativité, de l'innovation, de quelque chose qui monte des tripes, de quelque chose que vous portez en vous, qui n'est pas forcément génial, la physique nucléaire ou la NASA. Ça peut être une idée simple. Facebook est une idée très simple. Le mec a vendu une fenêtre de Facebook à je ne sais combien de milliards de dollars. Vous comprenez? Mais en revenant au marché de l'emploi, parce que pas tout le monde va avoir une idée pour cela. Au marché de l'emploi, je pense que nous avons un marché extrêmement vierge. Je suis tenté de vous dire, oui, ingénieur en physique nucléaire ou en électro, je sais pas quoi, ou marketing. Mais le Maroc a besoin de tout. Mais il a besoin de gens formés et compétents. J'ai adoré ta façon de parler, excuse le tutoiement ma chérie. J'ai adoré ta façon de parler français. J'ai des ingénieurs qui se présentent chez moi en candidat et qui n'ont pas votre niveau de français. Et quand ils m'envoient un mail, c'est la vérité, quand ils m'envoient un mail, ça me dit les emails à l'extérieur, je les valide, tellement ils commettent des erreurs. C'est très beau de voir des jeunes comme ça parler en français. J'espère que tu parleras anglais autant et peut-être mieux, ou chinois aussi. L'idée c'est quoi? C'est que le marché marocain, n'attendez de conseils de personne. Le marché marocain est preneur de tout. Comptable, aide-comptable, ingénieur, marketing, publicité, communication, mathématiques, finance. Parce que le terrain est vierge. Nous avons des années, des décennies pour bâtir ce pays. Et on a besoin de la force de tout le monde, du génie de tout le monde, de la formation de tout le monde. Bien évidemment qu'on a besoin de plus de ceci que de cela. Les arbitrages se feront par rapport à la formation que vous aurez. Mais, et mon chapeau de philosophe, désolé, je parle beaucoup, je n'y peux rien, c'est que les destins s'écrivent. Les destins ne se dictent pas. Pour les religieux, très religieux chez vous, je peux tenir une discussion après cette réunion. Je ne dis pas que Dieu n'existe pas. Dieu sait ce que tu vas écrire. Mais toi, tu ne sais pas ce qu'il sait. Ça veut dire que c'est toi qui écris ton destin. Écrivez vos destins. Il n'y a pas de fatalité. Soyez les combattants contre toutes les fatalités. J'en ai fait mon challenge dans mon travail. Mon premier travail était dans une institution vieillotte. J'ai eu le prix du meilleur service public des mains du secrétaire général des Nations Unies. Dans le cadre d'une compétition internationale avec 70 pays. Le prix, le contrôle de la qualité doit se faire en amont par les privés. On a mis en place un système de contrôle de qualité chez les privés pour que l'État n'interfère pas tous les jours. Elle vient a posteriori, non pas pour contrôler le produit, mais pour s'assurer que le système qualité mis en place est performant. Tout simplement. Zéro contrôle dans les ports. Il y avait 1,5 million de tonnes qui se contrôlaient dans le port de Casablanca. C'est zéro aujourd'hui, mesdames et messieurs. Et c'est parce que c'est l'établissement de contrôle qui a fait ça. En 2009, j'ai hérité d'un organisme public en faillite. En faillite. اللي فيه ذاك اللغه اللي تسمع في التلفزيون جميع انواع الفساد وتغلق نهائيا. قلت عباد الله انا avec 4 thèses on me nomme, sa majesté m'a nommé pour fermer en deuxième tour de clé, j'avais honte de moi. C'était parti, c'était fermé. Aujourd'hui il s'appelle Maroc Tsouer. J'ai 1 millier de coopératives qui se sont associées à cette aventure. J'ai mis en place un modèle économique inédit dans le monde. Inédit dans le monde. Je le dis avec beaucoup d'émotion, mais d'humilité. Sur 69 initiatives dans la zone méditerranéenne. Dans le domaine de l'économie solidaire, c'est Maroc Tsouer, parmi les 69 qui était le premier. Un modèle économique qui coûte 0 centime à la coopérative
et 0 centime à l'État. C'est le consommateur qui paye, une petite majoration, un prix juste pour le consommateur et un revenu équitable pour la coopérative. J'ai commencé, ça fait 2 ans et demi, avec 20 coopératives et 3 régions. Aujourd'hui, j'ai 1 million de coopératives et les 16 régions du pays. Il n'y a pas de fatalité, ce n'est écrit nulle part que c'est une affaire pour les fils de riches, ce n'est écrit nulle part que c'est une affaire pour les génies. Il n'y a ni fils de riches, ni génie, il y a de la détermination et du cœur et le cap qu'on se veut pour soi-même. Merci. On retient de votre discours qu'il faut effectivement encore une fois de la passion et de la sueur, de la transpiration. Dernière question, parce que on me prévient qu'il faut respecter le timing. Des dernières questions sur la gauche. Une question ici, monsieur. Une question, elle sera la dernière s'il vous plaît, mademoiselle, allez-y. Alors, merci d'abord d'avoir partagé. Votre micro est éteint. Alors, bonjour, merci d'avoir partagé vos expériences. Qu'on a pu remarquer, c'est vos parcours d'études, c'est un peu différent de ce que vous êtes maintenant. Alors, j'ai eu, pour limiter un peu l'échec, si on se sent un peu perdu dans plusieurs vocations ou séduit par plusieurs métiers, c'est quoi un conseil pour faire un bon choix? D'orientation, en fait, vous êtes inquiète sur le choix d'orientation. Oui, mademoiselle demande la possibilité de voir avec quels atouts effectivement on peut faire un bon choix. Enfin, quels sont les critères du bon choix. Mais je pense qu'encore une fois, le bon choix, il se fait à travers la vie, n'est-ce pas, Kenzabenis? Oui, j'insisterai jamais assez sur la passion. La passion, c'est ce qui vous permettra d'exceller dans ce que vous faites. Qu'est-ce qui te fait kiffer? Alors c'est sûr que tu n'auras pas la réponse tout de suite. Et pour ça, pour avoir la réponse, il faut essayer plein de choses. Et il y aura quelque chose qui va t'accrocher. Il n'y a pas de réponse. Personne ne te dira, personne ne saura te répondre. Il n'y aura pas une conseillère d'orientation qui va te dire, c'est toi. Tu vas aller faire de la danse, tu vas aller faire du cheval, tu vas aller faire un logiciel. Et puis, il y a des activités qui vont te saouler. Il y a des activités où tu vas accrocher, où tu ne pourras plus tenir. Tu deviendras accro, vraiment. Et c'est là où il faut mettre le doigt et c'est là où il faut continuer. Mais pour ça, il faut essayer plein de choses. Et c'est pour ça que les activités parascolaires dans l'école sont très importantes. Voilà. Merci à vous. Peut-être un dernier mot sur Madame Delbachir avant de vous remercier. Sur les voies, je pense que ça reste des choses abstraites tant qu'on ne les a pas approchées de près. Et maintenant, par votre curiosité, vos échanges, mettez-vous en contact avec un maximum de personnes qui peuvent vous transmettre leur passion parce que parfois ça fait écho à ce que vous allez ressentir. Et encore une fois, faites un peu confiance à la vie. Parce qu'il y a plusieurs vies dans la vie. Il y en a vraiment plusieurs. Et c'est sa capacité d'adaptation, de changement. Regardez comme il a viré 2 ou 3 fois pour atterrir quelque part. Et c'est ce qui fait que c'est riche aussi. Oui, donc n'ayez pas peur de ne pas commencer dans le... C'est pas une autoroute, quoi. On prend le bon chemin et tout arrive. Il faut savoir naviguer et c'est beaucoup de confiance. C'est énormément de confiance. Voilà. Moi, je voudrais aussi vous conseiller à tous des voies où vous pouvez voyager et vous ouvrir à d'autres univers. C'est très important. Quand on parlait de quoi a besoin le Maroc, moi je suis d'accord avec vous. Le Maroc a aussi beaucoup besoin d'entrepreneurs, de gens qui voilà, vont pouvoir lancer des nouvelles choses, être créatifs. Et le voyage, Montaigne l'avait dit à l'époque, le voyage contribue à ouvrir ses esprits, à vous dégager des idées nouvelles. Donc ça fait partie aussi, par exemple, des différences entre les écoles marocaines et les écoles étrangères, encore que maintenant ça bouge beaucoup, c'est que, en tout cas, les Françaises ont tissé de nombreux liens avec des écoles en Chine, en Inde, en Amérique latine, etc., qui vous permettent de vous immerger dans d'autres cultures, de voir comment d'autres pays, comme les nôtres, si on va au Brésil ou si on va en Inde, on peut faire émerger des entrepreneurs. Et tout ça, c'est ça qui va vous créer une base à la décision, j'allais dire, et au choix. Et puis après, il faut ajuster. Voilà. Justement, je sais bien. Nous avons tous une casquette, effectivement. Merci de votre présence. Et alors, effectivement, je voudrais profiter de l'élan de M. Khaled Nikou pour
mais je m'écoute pour répondre à la chose suivante. Les élèves qui sont face à nous ont besoin dès demain de retrouver cette passion. Comment on peut effectivement piloter, véhiculer cette passion? Comment on la cherche? Parce qu'on sait très bien qu'ils passent plus de 95% de leur temps sur le banc de l'école. Il y a quand même un système à mettre en avant, mais il y a aussi une équation à résoudre. Comment trouver ces passions? J'étais très heureux d'avoir terminé toutes mes interventions avant que M. Lewelli ne soit là, pour qu'il ne découvre pas toutes mes bêtises. Il en connaît déjà quelques-unes. Tu persistes et signes. Moi, je pense que, ayons les pieds sur terre, pour qu'on soit clair, vous voulez prendre une voie d'ingénieur, il faut que vous soyez bon en mathématiques, pas forcément très bon, parce que ça s'améliore. D'autant plus qu'on a dit qu'il n'y a pas de fatalité, rappelez-vous. On doit être bon en mathématiques, bon en physique et bon en chimie. Parce que quand on va faire les prépas, il n'est pas dit qu'on va faire Polytechnique après. Il n'est pas dit que l'option qu'on va prendre, c'est une option purement mathématique. On peut avoir besoin de physique et de chimie. Si on n'a pas la physique et chimie, c'est la casse. Ça veut dire que si on veut se donner les chances d'avancer, de réussir dans les prépas, il faut qu'on soit bon dans ces trois matières avant tout. Et qu'il ne faut pas qu'on se contente des matières et des livres qu'on a en classe. Les profs doivent orienter pour faire le choix des livres sur lesquels on peut travailler des exercices. Si on veut, il y a des gens qui font des raccourcis, qui ont fait des raccourcis, parce qu'ils sont très intelligents, il faut être opportuniste dans les études. Et ce n'est pas quelque chose de péjoratif, croyez-moi. J'ai relevé, parce qu'à travers les études de mes enfants et à travers les SEC que j'ai relevé que les gens qui font l'économie ont plus de chances d'avoir une école de commerce, une grande école de commerce. Ça veut dire que il n'est écrit nulle part qu'on doit absolument faire ingénieur si on n'a pas... mais pour faire commerce, il faut être bon en mathématiques. On peut ne pas être bon en physique, en chimie, on n'en a pas besoin, mais pour faire une école de commerce, il faut être bon en mathématiques. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout s'améliore par la détermination et le travail. Il n'y a personne qui fera ça à votre place. Personne. Ne comptez sur rien de mythique. Comptez sur vous-même. Il n'y a pas de fatalité, je l'ai dit, je me permets de le répéter. Il n'est pas écrit que c'est X qui va réussir et pas l'autre. S'il y a la détermination, s'il y a le prérequis, vous savez, le bac, quand on a le bac, on aura fait 12 ans d'études. C'est énorme, 12 ans d'études. Ça veut dire qu'il y a un prérequis. À travers ce prérequis, on peut accéder à des niveaux très élevés. Merci beaucoup. Karim Chebeni, en quelques secondes, allez-y. Je vais répondre en un seul mot. Vous avez posé la question de qu'est-ce qui donne la passion. Pour moi, ce qui donne la passion, c'est l'exemple. Donc s'il y a une seule question, enfin s'il y a un seul conseil à vous donner, entourez-vous de gens qui sont positifs, qui vous aident, qui sont des exemples pour vous, qui ont réussi, et éloignez-vous des gens qui sont par leur négativité, qui vous disent il n'y a pas de chance, on ne peut pas réussir, je ne peux pas, etc. Éloignez-vous de ces gens-là, rapprochez-vous des gens qui pour vous, ou bien qui réussissent, ou bien qui peuvent vous transmettre cette passion, parce que s'ils ont réussi, ils ont cette passion, et s'ils ont cette passion, ils peuvent aussi vous la transmettre. Merci. Alors, avant de remercier nos invités, un mot de Ayoub Mamdo sur peut-être votre travail, votre passion aussi associative. Oui, rapidement, je suis sincèrement désolé, je vais en profiter pour faire un message publicitaire, mais qui n'est pas mercantile. Mais qui n'est pas mercantile, hein, il est purement associatif. Alors, je suis entre autres le président d'une initiative qui s'appelle Tarek Ibn Ziyad Initiative. Donc vous pouvez la trouver sur notre page Facebook, Tarek Ibn Ziyad Initiative. Et mon message publicitaire, c'est s'il vous plaît, si vous avez plus que 18 ans, ou vous aurez 18 ans dans les 6 mois à venir, inscrivez-vous sur le site www.listeelectorale.ma, www.listeelectorale.ma, s'il vous plaît. Même si vous voulez boycotter les élections, même si vous voulez voter blanc, vous voulez voter Shahrukh, Shakira, ce que vous voulez, c'est pas grave. Juste inscrivez-vous sur le site, parce que si vous n'êtes pas inscrit, vous ne serez même pas comptabilisé comme un boycotteur. Donc s'il vous plaît, inscrivez-vous sur le site. Merci. Merci à vous pour ce message. En tout cas, si vous
quelques mots, il a été question de l'univers des grandes écoles, il a été question de vous présenter d'abord la formation que l'on doit avoir, mais également les prérequis, les conditions que l'on doit aussi savoir et capitaliser. Il a été question de beaucoup de passion, de détermination, il a été question de folie, parce qu'il faut en avoir aussi pour pouvoir entreprendre, comme effectivement nos intervenants. Il est question aussi de se former, de s'auto-former. Soyons vifs, le Maroc a besoin de ce que vous allez proposer. Il y a une énorme attente et effectivement nous avons une démographie qui augmente avec le temps. Les places sont chères, effectivement, la compétition est ouverte. Soyez vous-même. Merci beaucoup. Alors je remercie M. Najib Boukou d'avoir été avec nous, Mme Souad Bachir également, Mme Kenza Benis, et puis M. Je vais les applaudir en même temps, M. Karim Chbadi et enfin M. Ali Mandour. Merci à vous. Et le reste de l'actualité en termes en tout cas de stand et au-dessus de l'étage. Merci à vous et à bientôt.